Üdvözlök mindenkit, aki befért, azokat a szerencséseket. Fogadják szeretettel Mohamed Mugadsart, aki a legutóbbi Goncourt-díjat nyerte. Az Emberek legtitkosabb emlékezete című 2021. augusztusában az Edition Philippe Reynél megjelent könyvével. Ez az elismerés, ez Franciaország legnagyobb presztízsű irodalmi díja, és most először nyerte el fekete afrikai író, és ő a második legfiatalabb író és szerző, akinek ezt a díjat odaítélték. 1990-ben született Dakarban, irodalmat és filozófiát tanult a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-on. Első regénye a Tersen korábban már elnyerte a Grand Prix du Roman Métis és a Prix Amadou Couramát, valamint a French Voice Grand Prize-t. Az Emberek legtitkosabb emlékezete egy óda gyakorlatilag, és szenvedélyes szerelmi vallomás az irodalomhoz, megszállott írók története, akik tévelyegnek az irodalom útvesztőiben generációkon és kontinenseken át. A regény főhőse egy fiatal szenegáli író, aki rábukkan egy legendás könyvre, az 1938-ban kiadott Az embertelenség labirintusa című kötetre. A műszerzőjét a néger Rambóként emlegetik a francia recepcióban, és a könyve megjelenését kísérő botrányok miatt nyomtalanul eltűnik. Diegane, a fiatal szenegáli író, nyomozni kezd a titokzatos Tessé Elimán után, körülötte pedig felsejlenek az irodalom masinériái, történelmi traumák, rasszista irodalomkritika, fekete mágia, de leginkább a szavak mágiája, mely a végső soron közelebb visz minket az élethez, és nem eltávolít tőle. A regény a Park kiadó gondozásában jelent meg magyarul, és Bognár Róbert csodálatos fordításában olvasható. Fogadják szeretettel, író. Alors, je vous pose la question la plus importante de votre roman, vivre ou écrire? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil, votre présence. Merci au festival, Margot. Merci à Parc, mon éditeur. Merci à mon traducteur, sans qui je ne serais pas là aussi. Merci à vous. C'est la question qui conclut le livre, et conclure est un mot peut-être inadapté puisque c'est la question qui ouvre peut-être sur un autre livre. C'est la question finale qui non seulement permet peut-être de relire tous les livres, quel était l'enjeu de tout le roman, mais c'est aussi la question que je continue à me poser sous une autre forme. Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, peut-être parce que c'est une question qui n'a précisément pas lieu d'être, puisque tout le roman, au fond, ce que j'ai tenté, c'est de dire que écrire ou vivre, c'est peut-être la même chose, et que dans l'idéal, ça devrait procéder de la même énergie. Donc ce petit mot-là, « ou », peut avoir deux significations. Cela peut être une alternative, donc, ou bien écrire, ou bien vivre. Mais en français, ce « ou-là » peut avoir aussi la signification d'une égalité. Écrire, c'est vivre, ou c'est un synonyme, si on veut. Et au fond, c'est toute la question. Donc, au fond, écrire, c'est vivre d'une autre manière. Proust dit que c'est vivre plus intensément, mais les deux sont liés. Et c'est pour tenter de dire cela que j'ai peut-être écrit ce livre. Avant de l'écrire, je me posais la question. Est-ce que je devais écrire ou est-ce que je devais vivre? Vivre signifiant trouver un travail honnête, un travail qui soit moins compliqué. Et au fond, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et la réponse provisoire que j'ai eue, c'est que les deux sont la même chose. Je le dis peut-être aussi par pur calcul, puisque peut-être que je ne sais rien faire d'autre, en réalité. Voilà.
Vous venez d'une famille sénégalaise de 7 enfants, à des influences culturelles diverses. Est-ce que vous pourriez raconter un peu votre enfance et l'histoire de votre enfance? Je suis l'aîné donc de ma famille. Et mon enfance s'est passée dans une petite ville qui est à l'intérieur du Sénégal, dans le centre du Sénégal, à 150 km au sud de Dakar, la capitale. Et j'ai eu une enfance très heureuse. Ce qui est, pour certains, il y a un écrivain qui l'a dit, que c'est la pire façon pour un écrivain de commencer sa vie, c'est d'avoir une enfance heureuse. La mienne a été très, très simple, très heureuse et bercée surtout. Donc votre maman vous a aimé? Oui, c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais je sais que j'avais beaucoup de... J'ai été très tôt entouré par des récits, par des histoires, par des contes que ma mère et les femmes de ma famille, parce que c'était vraiment les femmes spécifiquement, me racontaient. Donc j'ai passé toute une partie de mon enfance, jusque relativement tard, à écouter ça, qui prenait la forme donc de contes, mais aussi de chants, mais aussi de petites devinettes. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça avec ma mère et mes grands-mères, avant même de commencer à lire. Oui, voilà. C'est ce que je voulais vous demander aussi. Votre mère et votre grand-mère aussi vous racontaient des histoires sérères. Comment vous souvenez de ces histoires et quel est l'effet de la tradition orale? Cette tradition orale a-t-elle vous sur votre écriture? Et aussi, je voudrais vous demander de raconter une de ces histoires, si on peut les écouter maintenant. Oui, c'est certain que cette tradition a eu une influence dans mon imaginaire. Je ne sais pas encore mesurer très précisément quelle est cette influence-là, quelle forme ça a pris, mais je sais en tout cas que le goût d'entendre des histoires m'est venu, et donc plus tard d'en raconter, m'est venu à ce moment-là. Et m'est venu précisément parce que c'était les femmes de la famille qui le faisaient. Je crois que ça aurait été très différent si c'était mon père ou mes oncles qui me racontaient les histoires. Je veux dire par là que chez les femmes sérères, il y a un art aussi du récit. Quant à raconter un conte, je peux en choisir un qui est très court. Il y a une formule rituelle pour ouvrir un conte en sérère. Je vais juste dire ça en sérère parce que sinon je crains que le fantôme ou l'esprit de ma mère vienne se réincarner là et se mette à me dire « Tu n'as pas dit la formule ». La formule dit « Neke redu red » et le public doit dire « Agara mad ». Donc « Neke redu red ». Merci beaucoup. Il était une fois un roi cruel, sanguinaire, très tyrannique, dont le jeu favori était de torturer psychologiquement les habitants de son royaume. Un jour, pour s'amuser, il pose aux habitants une question en leur disant, il pose la question à celui qui est réputé être l'homme le plus sage du village. Et il lui pose la question suivante. Lorsque un mortier, un pilon rentre dans un mortier, d'où vient le bruit que ça fait? Est-ce que ça vient du pilon ou est-ce que ça vient du mortier? Ce à quoi l'homme, qui est évidemment sage, répond, mais mon cher roi, ça vient évidemment des deux. Le roi, évidemment, n'est pas content. Il dit que c'est une réponse facile, c'est une solution de facilité, et fait exécuter l'homme sage. Ensuite arrive un fou, en tout cas celui qui passe pour le fou du village, qui arrive en chantant
et qu'il dit « Laissez-moi répondre à la question ». Donc le roi lui pose encore la question. Lorsqu'un pilon rentre dans un mortier, d'où vient le bruit? Du pilon ou du mortier? Le fou le regarde quelques instants et lui dit « Je vais vous donner la réponse ». Il s'approche de lui et le gifle très fort. Pah! Donc il y a un bruit et le fou lui dit « Je viens de vous gifler. D'où vient le bruit? De votre joue ou de ma main ?» Ainsi se termine le conte et personne ne sait ce qu'il advient du fou, mais c'est simplement pour dire que chaque roi a besoin de son fou. Voilà. Et c'est un conte qui a été repris par Amadou Hampâté-Bâ dans un recueil de contes sous une autre forme, mais c'est parce que ce conte-là traverse l'histoire, enfin, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dit dans un entretien que, comme beaucoup de Sénégalais, je suis le fruit d'un syncrétisme fort. Je ne rejette pas la part animiste profonde qui est en moi. Quelle est votre relation avec les traditions animistes? C'est une relation, en fait, de simple respect devant ce qui nous précède, donc devant ses ancêtres et devant l'esprit de ces ancêtres-là. Parce que chez les Sérères, on croit très fortement que ce sont ces ancêtres qui veillent sur vous, qui vous protègent et qui parfois peuvent même annoncer votre avenir. Donc j'ai une relation plus simplement de respect et de grande considération pour ces ancêtres-là, parce que si on doit définir de façon minimale l'animisme, c'est ça, c'est chercher dans des éléments de la nature, dans le culte d'éléments naturels, l'esprit d'ancêtres qui sont passés par là et avec lesquels on tente simplement d'avoir une communication spirituelle. Donc c'est cela, mais cette tradition-là est mêlée chez moi à l'islam, est mêlée à la culture française. Tout cela forme ce que je suis. C'est ça mon histoire. C'est simplement une tentative toujours en cours de porter tout cela en même temps. À 31 ans, vous avez été l'un des plus jeunes lauréats du Goncourt, mais vous êtes surtout le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à le recevoir. Mais il faut le dire que ce n'est pas à cause de ça, parce que la plus secrète mémoire des hommes n'a pas eu le Goncourt parce que son auteur est sénégalais, mais parce que c'est un roman, un grand roman et un roman génial. Mais certainement, vous êtes devenu un symbole de tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette position, cette nouvelle position? Je ne sais pas. Je crois que ce qui est très paradoxal dans le fait d'être un symbole, c'est que bien souvent, il peut arriver qu'on choisisse, qu'on veuille devenir un symbole, mais la plupart du temps, on ne choisit pas de devenir un symbole de quoi que ce soit. Les gens vous désignent comme symbole, vous choisissent comme symbole pour des tas de raisons qui les touchent personnellement et qui touchent peut-être à la communauté à laquelle ils appartiennent. Évidemment, comme écrivain, je ne cherche pas à être le symbole de quoi que ce soit. J'essaie simplement d'être très fidèle à ce que je porte. J'essaie de le traduire dans la littérature, dans les romans. Et c'est un travail déjà assez difficile, tellement difficile que je n'ai pas le temps de songer à être un symbole de qui que ce soit d'autre. Je ne suis même pas sûr d'être le symbole de moi-même. Et donc pouvoir essayer de l'être pour d'autres. Bon. Cependant, après le prix, il y a une chose que j'ai comprise et que je ne peux pas ignorer. C'est que je vis dans un pays où il y a des minorités. Je vis dans une société, donc la société française, mais aussi la société sénégalaise, où il y a des rapports de force, où il y a des rapports de domination, où il y a un poids historique. J'essaie évidemment,
quand j'écris, de ne pas penser à tout cela. Mais il se trouve que cela se retrouve dans mes écrits, traduit dans une forme qui m'est particulière. Quand le prix a été donné, l'une des scènes qui m'a le plus touché, c'était quand j'étais dans un hôtel. J'étais fatigué dans cette sorte de tourbillon-là que le concours déclenche toujours. Et j'ai rencontré une femme de chambre qui ne savait pas lire, qui m'a juste vu à la télé, qui m'a vu dans les journaux. Et quand elle m'a vu, elle est venue me serrer dans ses bras, me saluer, être très émue et me dire « Mon fils, je suis fier, merci, on a besoin de gens comme ça pour nous, etc. etc. » Ce qui fait que dans l'égoïste travail de littérature, d'écriture qui est le mien, je peux essayer, pour être plus proche de ma voix intérieure, de dire que je reste dans mon espace littéraire. Mais je ne peux pas ignorer cette femme, par exemple, qui vient me voir, parce que ça signifie quelque chose pour elle. Et lorsqu'on est désigné comme symbole, il faut simplement se rappeler pourquoi, à un moment donné, on l'est devenu. Bon, il faut d'abord se dire que c'est extrêmement provisoire, que ça ne dure pas tout le temps, ne pas en faire une position de pouvoir, continuer à faire ce pourquoi vous l'êtes devenu et ne pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. À mon avis, quand vous faites cela, vous avez une chance de vous en tirer, mais ce n'est pas sûr. Mais je pense qu'il faut essayer de juste rester fidèle à ce qu'on fait et d'écouter ce que les autres vous disent et quand vous le pouvez, d'y apporter une réponse. Voilà. La vraie liberté qui accompagne le prix Goncourt, c'est les portes ouvertes dont certains ont dû être fermées jusqu'à présent. L'année dernière, j'ai eu le plaisir de parler et d'échanger avec Hervé Letellier, lauréat de Goncourt de 2020. Dans une toute autre situation, après une longue carrière littéraire, il a reçu le prix en tant que président de l'atelier d'Oulipo, mais alors, il a dit que toute son œuvre littéraire qui devient visible au niveau mondial, c'était le moment-là qu'il a reçu le Goncourt. Votre situation est très différente parce que vous êtes presque au début d'une carrière littéraire, après 4 livres, par rapport à l'atelier. Ressentez-vous aussi cette liberté ou c'est la pression plutôt? C'est vrai qu'entre Hervé Letellier et moi, il y a une grande différence par l'âge, c'est vrai, par aussi les œuvres, l'étendue des œuvres. Mais il y a quelque chose de très similaire, finalement, dans nos 2 trajectoires, dans le fait, par exemple, que nous avons eu le temps de traverser, d'écrire dans une sorte de confidentialité relative. C'est-à-dire que lui a écrit très longtemps, dans une sorte d'ombre, dans un voilà. Il a fait son œuvre, et puis il y a eu la reconnaissance avec le Goncourt, avec plusieurs livres déjà. Moi, à une échelle moindre, c'est à peu près le même parcours. C'est que j'ai écrit 3 livres qui ont été reconnus, mais qui restaient confidentiels aux yeux d'un plus grand public. Oui. Et ensuite, il y a eu la visibilité. Certains auteurs reçoivent le Goncourt alors qu'ils sont déjà extrêmement connus avant. C'est le cas de, je sais pas, Marguerite Duras, c'est le cas de Houellebecq, c'est des gens qui, avant de l'avoir, sont déjà connus. Voilà, ce n'est pas du tout notre cas, Hervé Letellier et moi. Une fois qu'on a eu le Goncourt, évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a une pression extérieure qui vient pour différentes raisons, parce que les gens vous attendent, parce que, oui, vos livres sont maintenant regardés autrement. Tout cela existe. Cependant, je me dis toujours que ça ne doit pas être... La pression extérieure ne doit jamais... C'est comme un truc chimique, physique. Hein. La pression extérieure ne doit jamais être supérieure à la pression intérieure, c'est-à-dire la pression que vous vous mettez vous-même, à ce que vous tentez de chercher vous-même, et à votre obsession littéraire, et à votre quête, et à vos tentatives. Cette pression-là doit être la plus forte. C'est celle que vous vous mettez vous-même,
mais c'est aussi la pression que les gens que vous admirez, les écrivains que vous admirez, les lecteurs que vous admirez, vous mettent. Tant que la pression intérieure est supérieure à la pression extérieure, vous avez une chance de vous en tirer. Si la pression extérieure commence à vous dévorer, au point que vous vous mettez, par exemple, à vouloir satisfaire tel, à penser à tel, à se dire, oui, est-ce que je devrais écrire comme cela, etc., etc., là, ça devient dangereux. Voilà. Après, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra dans quelques années, le jour où je me remettrai à écrire. Je vais voir, parce que pour l'heure, je ne me suis pas remis à écrire. Voilà. Dans votre roman, vous critiquez l'institution et l'élite littéraire française. Il faut aussi dire que dans le monde de la fiction, vous avez même tué quelques critiques littéraires. Dans votre roman, les auteurs africains doivent encore compenser avec les vestiges coloniaux, les connotations racistes, le cadre invisible mais oppressant de la littérature africaine imaginée ou construite. Est-ce qu'on peut jouer avec cette image écrivain africain ou comment pourrait-on la déconstruire? Il faut la déconstruire précisément en jouant avec ça. Et quelle est cette image? L'image, elle est multiple, elle prend plusieurs formes. Je vais vous donner un exemple de la forme que ça peut prendre. Un jour, j'étais dans un festival littéraire, un peu comme celui-là, en France. J'ai fait une rencontre, et à la fin de la rencontre, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Merci beaucoup, vous nous ramenez le monde. Vous êtes la garantie que le monde existe autour de nous. Merci d'être les griots du monde. » Bon. Donc, Et quand elle dit « vous », je ne suis pas certain qu'elle est en train de me vous voyer. Je pense qu'elle voit un groupe, qui est le groupe des écrivains africains, qui sont donc les porte-parole, les griots du monde, donc qui sont là et qui doivent apporter à la France, qui n'a plus conscience que le monde existe autour d'elle, la parole du monde. C'est très pervers parce que ça part d'un bon sentiment. Cette femme tente de me dire merci beaucoup parce que vous nous apportez autre chose qu'on ne trouve pas dans notre littérature. Mais en le faisant, elle me regroupe dans un groupe et surtout elle nous assigne à une place précise qui serait de dire voilà, parlez-nous des situations politiques du monde, des situations sociales de l'Afrique, parlez-nous, etc., etc. Donc elle nous donne un rôle qui est déjà très cadré. Ça, c'est un exemple, mais vraiment très gentil. Mais il y en a de pire, vraiment, où là, clairement, vous êtes renvoyé à tout un ensemble de choses. Votre accent, votre style, la couleur de votre écriture, les métaphores, la forêt, la savane, les danses, les lions, etc., etc., etc. C'est très compliqué de se sortir de ça, parce que vous sentez que c'est une image qui s'est construite pendant des années et qu'on ne voit pas votre individualité, votre singularité comme écrivain. On voit un imaginaire fantasmé. Dans la littérature, il faut jouer avec ça. Jouer avec ça, c'est être, évidemment, très critique de ça. On peut passer par l'ironie, on peut passer par l'humour, mais le fond doit toujours être de dire « nous sommes des écrivains ». Nous venons, évidemment, du continent africain. Nous parlons de notre continent, mais nous parlons du monde entier. Nous parlons de la société dans laquelle nous vivons, lorsque nous vivons en France. Nous parlons de cette société aussi. Et l'africanité ne doit pas être, selon moi, un critère littéraire. Ce n'est pas une catégorie littéraire. C'est comme... je ne sais pas, ça semble vraiment très, très, très
ouais, il faut se sortir de là. Il faut se sortir de là par tous les moyens possibles et imaginables. Et pour moi, c'est ce que j'ai aussi tenté de faire dans ce roman, en montrant les réceptions qui peuvent être faites des écrivains lorsqu'ils ont une certaine couleur de peau et l'influence que ça peut avoir. Évidemment, nous avons tous des préjugés, et des préjugés littéraires aussi, dans nos lectures. Lorsqu'on lit, je pense qu'il faut aussi être capable de sortir de ces préjugés-là, lorsqu'on les voit, en sorte d'être toujours une sorte de lecteur un peu naïf à chaque fois qu'on entre dans un livre, et que les représentations qu'on se fait de ce qu'est un écrivain africain ou de ce qu'il devrait être, ces représentations-là doivent tout à fait exploser dans les livres. Ayant dit cela, je dois ajouter que je ne suis pas en train de renier le fait que je suis un écrivain africain. De fait, je suis un écrivain africain. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, je viens de ce continent, etc., etc. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce mot africain ne doit plus être une prison, de la même manière que quand on dit européen, où ce n'est pas une prison, ça ne doit pas être une prison. C'est presque un hasard de votre biographie, un hasard de la généalogie, si vous êtes né en Afrique plutôt qu'ailleurs. Vous pouvez l'assumer, en être fier, le porter avec vous, porter votre histoire, mais en aucun cas, ça ne doit être une prison si en plus la prison est construite par le regard de l'autre. C'est surtout ça le problème. Pardon, j'ai été un peu long sur cette question, mais c'est parce que c'est aussi le cœur, c'est l'un des cœurs du livre. Voilà. C'est une question très importante. Maintenant, écoutons-nous un extrait de la plus secrète mémoire des hommes et après nous poursuivons la discussion. Korosztályom, fiatalnak már alig nevezhető afrikai szerzői vérre menő hitvitákat folytattak T.C. Elimanról. A könyve egyszerre volt katedrális és aréna, úgy léptünk be, mint egy Isten sírboltjába. És rendszerint az lett a vége, hogy térdre rogyva, önnön vérünkkel áldoztunk a remek mű oltárán. Már egyetlen oldal is maga a bizonyosság, hogy írót olvasunk, igazi írót. Ilyen csillag egyetlen egyszer tündököl fel egy irodalom égboltján. Eszembe jut az egyik vacsora, amelyet a könyve társaságában költöttünk el. Az érzéki és energikus Beatrice Nanga, akinek oly igen vágytam a melle közt megfulladni. Harciasan kijelentette, hogy csak a nagy írók művei érdemlik meg, hogy miattuk, értük, kést szegezzünk egymásnak a vita hevében. Csak az ilyen művek forralják fel úgy az ember vérét, akár a jóféle szesz, és a puhányságból megfutamodunk a csatatérről, szégyent hozunk az irodalomra. Az igazi író élet-halál vitára készteti az igazi olvasókat, mondta, és az igazi olvasók folytonos harcban állnak. Ha nem törsz győzelemre az arénában, vagy buszkasi viadorként lóháton nyargalászva meg se próbálod elragadni a farkas tetemet az ellenfelektől, akkor elmehetsz a picsába. Abban a langyos húgyban fogsz felfordulni, amiről azt képzeled, hogy prémium sör, és nem vagy olvasó, és még kevésbé vagy író. Kiálltam a gyújtószavú Beatrice Nanga mellett. T.C. Eliman nem klasszikus volt, hanem kultikus. A mítosz társas játék az irodalomban. Eliman ott ült az asztalnál, és kiterítette 3 ütőlapját. 1. Rejtélyes betűjeles nevet választott magának. 2. Egyetlen könyvet írt. 3. Nyomtalanul eltűnt. Úgyhogy igen, nagyon is érdemes a bőrére pályázni. Elképzelhető volt, hogy csak ugyan élt egyszer egy T.C. Eliman nevű ember, amiképpen az is, hogy ez csak egy álnév, amelyet azért eszelt ki egy szerző, hogy kijátsza az irodalmi életet. Vagy éppenséggel kimaradjon belőle, akárhogy is, a könyve hatalmas, belső igazságához nem fért kétség. Olvastán az ember lelkében maga az élet zúgott tisztán, ellenállhatatlan erővel.
Izgalmas kérdés, hogy valóban élte valaha egy Homérosz nevű ember. De ha élt, ha nem élt, az Iliász és az Odüsszeia elbűvöli az olvasót, és hálás Homérosznak. Ki másnak lehetne hálás? Hasonlóképpen nem az számított, hogy Tiszi Élimán legenda-e, misztifikáció, hanem hogy ez a név fémjelezte a művet, amely megváltoztatta az irodalom szemléletünket, vagy az élet szemléletünket. Az embertelenség labirintusa. Ez volt a címe, és mi úgy ittuk a szavait, ahogy a Lamantina forrásvizet. À l'origine, il y avait une prophétie et il y avait un roi. Et la prophétie dit au roi que la terre lui donnerait le pouvoir absolu, mais réclamerait en échange les cendres des vieillards. Ce que le roi accepta. Il se mit aussitôt à brûler les aînés de son royaume avant de disperser le reste autour de son palais où, bientôt, poussa une forêt, une macabre forêt qu'on appela le labyrinthe de l'inhumain. Merci beaucoup. Donc, c'est de la magie. Avez-vous la même sensation avec un livre que votre personnage principal eut avec le labyrinthe de l'inhumanité? Oui, au fond, toutes les lectures marquantes qu'on fait à un certain degré d'incandescence nous plongent dans cet état-là, quasiment de sorcellerie. On a l'impression non seulement que le livre a été écrit pour nous, on a envie nous-mêmes de vivre dans le livre, mais on a aussi l'impression qu'il nous révèle une chose à laquelle on n'avait jamais pensé. Vraiment un état de stupéfaction quasiment second, un état de transe dans lequel vous plongent vraiment les grands livres. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Le personnage d'Eliman est inspiré d'un romancier réel qui s'appelle Yambo Ologem, qui est un écrivain malien, qui a connu un grand succès avec son premier roman à la fin des années 60, avant de connaître une accusation de plagiat et une polémique littéraire et raciste dont il a été victime, à la suite de laquelle il est rentré chez lui au Mali et n'a plus donné de nouvelles pendant quasiment 50 ans, alors que c'était un écrivain absolument superbe, génial, mais qui a beaucoup souffert de cette accusation-là. Il s'est réfugié chez lui et n'a plus parlé, n'a plus rien publié, n'a plus voulu parler de sa vie d'avant et s'est enveloppé dans une sorte de mystère. Mais son roman, le roman qui lui a valu le scandale, s'appelle Le devoir de violence. Je ne sais pas s'il a été traduit en hongrois, mais en tout cas, c'est un texte qui m'a fait ça. Après, il y en a eu plusieurs. L'une des autres, la deuxième grande figure tutélaire, à part Wologem, c'est l'écrivain chilien Bolaño, Roberto Bolaño, dont la découverte des livres, des œuvres m'a aussi plongé dans cet état quasiment de transe. Et vous savez, quand vous aimez un livre, vous devenez absolument insupportable avec tout le monde. Vous vous mettez à parler du livre à tout bout de champ, vous conseillez à tout bout de champ. Évidemment, vous vous ruinez parce que vous l'achetez pour l'offrir et vous êtes complètement possédé. Mais c'est bien. C'est bien, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants comme lecteurs. C'est ce que nous cherchons tous comme lecteurs, ces expériences-là. Et j'en ai eu un certain nombre, y compris d'ailleurs avec un auteur hongrois. La première fois que j'ai lu Krishnahorkai, ça m'a fait ça. Bon, oui, tous ces livres, j'ai commencé par La mélancolie de la résistance, je n'ai pas commencé à traduire comment il a été, quel est son titre original, mais voilà, un livre qui m'a aussi plongé comme ça dans une sorte d'apnée, et en sortant, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crier de joie, sortir dans la rue, arrêter d'écrire, parce que, voilà. Mais ça arrive très souvent. Voilà. C'est vraiment marrant parce que quand j'ai réfléchi, si vous me demandez qui est l'auteur hongrois que vous devrez lire, je vais vous le dire
Krasznahorkai. C'est pour vous, c'est totalement pour vous. Oui, oui, bah c'est un auteur que je lis. Concernant Bolaño, je trouve que son œuvre magnifique, 2666, pourrait aussi être une sorte de pendant fictif de votre roman, car il écrit aussi de manière satirique sur les rouages de la vie littéraire ou sur le mystérieux et culte Benno von Arcimboldi. Quelle est l'influence de Bolaño sur vous et sur cette œuvre? C'est une influence absolument capitale. D'ailleurs, le titre du roman, La plus secrète mémoire des hommes, est une phrase de Bolaño tirée des Détectives sauvages. Quand j'ai découvert Bolaño, mon monde a complètement changé. Comme écrivain, mais comme lecteur, comme être humain, j'ai découvert autre chose. Ça a été une vraie bascule pour moi. Pour les raisons littéraires sur lesquelles je reviendrai, mais surtout parce qu'il m'a libéré. Et au fond, les écrivains qui vous marquent sont des écrivains qui vous libèrent. En tout cas, quand vous êtes écrivain vous-même, mais aussi quand vous êtes lecteur. Ce sont des écrivains qui vous ouvrent de nouvelles possibilités, qui vous disent que il y a d'autres manières d'écrire et que vous pouvez tout vous permettre dans la littérature. Vous pouvez jouer, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, vous pouvez faire de la littérature le sujet de votre travail sans honte, sans sentiment que vous êtes en train de perdre votre temps ou de faire perdre votre temps au lecteur. Parce que c'est tenu par une énergie. C'est l'énergie de la langue, c'est l'énergie aussi qui habite les personnages, leur passion pour la littérature, leur passion pour la quête, leur passion pour l'amour au sens platonique, au sens physique, leur passion pour les villes, pour l'errance et pour leur passion pour l'idée qu'il y a derrière les choses un secret qu'il faut arracher au monde. Et c'est cette idée-là qui les tient quand ils sont ivres, quand ils sont malheureux, quand ils sont désespérés. Ils marchent avec cette idée-là, qu'il y a quelque chose à trouver dans le monde, derrière le monde, et que cette quête-là, chacun de nous doit la mener. Il se trouve que lui l'a fait mener souvent par de jeunes écrivains qui ont des illusions, qui sont idéalistes, qui croient en la poésie ou parfois qui ne croient plus en rien, qui sont à la fois joyeux, mais aussi tristes et désespérés, mais qui continuent à marcher comme ça parce qu'il y a ce feu-là qui les anime. Ça a été pour moi extrêmement fort, important, parce qu'au moment où j'ai découvert Bolaño, j'étais aussi dans ce moment-là, où comme jeune écrivain, je cherchais ma voix, je cherchais des modèles. J'avais un cercle d'amis à Paris où nous passions nos soirées à parler de littérature. C'était complètement vertigineux et absurde, mais on n'arrêtait pas. Et j'ai l'impression que Bolaño traduisait tout cela. À l'époque où je vivais ça, je me disais que je n'allais pas écrire parce que ça n'intéresse personne. Ça n'intéressait que moi et mes quelques amis. Et puis j'ai découvert Bolaño et je me suis rendu compte que non, ça intéressait d'autres personnes, que ça se passait ailleurs, que ça avait une importance et une signification ailleurs. Et qu'il n'y avait pas de honte à le dire parce que c'était ça ma vie, tout simplement. Et qu'elle ne valait pas plus, mais qu'elle ne valait pas moins non plus que toute autre vie. Et qu'il ne fallait pas chercher à la comparer parce que les vies sont à la fois très communes mais aussi assez incomparables. Chacun est dans son fait. Et il se trouve que pour moi, c'était la littérature et derrière la littérature, un sens aussi très existentiel et poétique. Et ça, c'est tout ça que j'ai tenté de rendre. Et Bolaño m'apprend ça avec beaucoup d'humour, à la fois beaucoup de gravité, beaucoup d'humour, beaucoup de mélancolie, mais aussi beaucoup de folie et une liberté absolue, toujours. Ne rien craindre parce qu'on a une confiance folle dans les phrases qu'on est en train d'écrire. Même si on ne sait pas où elles nous mènent, même si on ne sait pas d'où elles viennent, mais on continue parce que
C'est le rythme même de la vie qu'il faut tenter de renfermer, de capter dans ces phrases-là. Voilà ce que je dois à Bolaño. Donc, écoutons un deuxième extrait du roman d'une voix très puissante, Sigadé, celui de l'écrivain sénégalais qui, avec le narrateur Diegan, est le protagoniste du roman, l'initiateur de toute l'histoire et aussi l'indice le plus important pour le multidirectionnel voyage dans le temps et dans lequel le narrateur cherche Tessé Eliman, l'auteur magique et maudit du livre culte de Labyrinthe de l'inhumanité. Éjjel 2-kor befejeztem a műszakot, és hazafelé menet sodortam magamnak egy fokkal ütősebbet, mint az előző napon. Ahogy máskor is megtettem tánc után, egy parkba irányítottam lépteimet, élveztem a csendet és a magányt a sötétben. Bementem a parkba a jointtal. Alig tettem meg néhány lépést, amikor megláttam a Vótrembeli férfit. Biztos, hogy ő volt, a zöld bíbor aurája elárulta. Senki más nem volt a parkban. Látta, hogy megláttam, és tüstént megszaporázta a lépteit. Eltűnt egy fasorban. Egy pár másodpercig mozdulni se tudtam, de aztán utána eredtem. Követtem a fák közé, de nem láttam. Megijedtem, hogy nyomát vesztettem, de ő, mintha csak meg akarna nyugtatni, énekelni kezdett. Carlos Gardel egyik híres tangóját énekelte. Tisztán hallottam. Közelről. Mentem a hang után. A hangból ítélve a férfi csak néhány lépésnyire van előttem. De akkor miért nem látom? Hát persze. Azért, mert már nem a jól ismert közparkban vagyok. Ez itt más táj, egy másik világ parkja, másik városé. Követhetetlen és néma volt a metamorfózis. Semmi nem mozdult, és a park mégis átváltozott dzsungellé. Park a dzsungelben, vagy dzsungel a parkban. És ez a szemem előtt történt, de vak voltam, nem láttam. Természetesen azt gondoltam magamban, hogy ez Hafez mélyvízi cuccának a hatása. Nem sokára azt fogod látni, Sziga, hogy metafizikai tigrisek lapulnak húsevő amazóniai bokrok mögött, vagy annak a legendás óriás krokodilnak a reinkarnációja lesz rád, amelyik felfalt a nagyapádat. A hang még mindig énekelt, ott szólt a közelemben a tangó, követtem a dallamot a nagy fák között. És egy idő múlva fellobbanó értelem villámfényében megláttam magam, ahogy megyek egy zöld bíbor aurájú férfi után. Hogy mennyi ideig tartott, nem tudom felidézni. Emlékszem viszont a keresztutakra, cikcakkokra, kanyarokra, a láthatár nélküli egyenesekre, a fasorokra, amelyek újabb fasorokba torkoltak és szétágaztak, és minden utat, ösvényt csupa hatalmas lombú óriásfa szegélyezett. És nem voltak lámpák, mégis mindent láttam, mintha lebegő fényszemcséből áradna világosság. Nem csak a park labirintusában voltam benne, hanem a saját életem labirintusában is. Tengeren bolyongó, drogtól bódult hajó, mely testetlen szirének tangódalát követi. Ez volt az én szomorú életem. Egy meggyötört Odüsszeusz voltam, aki számára nincsen visszaút, és akinek az otthona nem Itaka, hanem a tenger. A szirének éneke, meg az odüsszeuszi lelemények, a sírás az árbóchoz kötözve, és a küklopsz, és a tenger, a tenger, a tenger. Tudtam, Diegan, tudtam, hogy soha nem térek vissza Szenegálba. Olyan mélyek a sebek, hogy az idő nem tudja begyógyítani őket. Hát legyen, gondoltam, legyen. Úgy fogok írni, ahogy a hazáját árulja el az ember. Vagyis nem azt tekintem hazámnak, ahol megszülettem, hanem ahová a végzetem szólít. A belső tartományt, amelyben kedves emlékek és dermesztő emlékek gomolyognak. Az álmok honát tekintem hazámnak, a lélek dombvidékét, amelynek lankáin félelmek és szégyenek nyája hullámzik. Olajszín éjszakákon lidércfalkák kószálnak, az én igazi szülőhazám, a sok fehéren káprázó utca meg város, ahonnan még a kísértetek is elmenekülnének, ahol a szerelem és az ártatlanság összekristályosul. Az én hazám az őrült nevetésrohamok és koponyahalmok és a prométeuszi tisztánlátás hona, minden lehetséges magányoké és észlelhető csöndeké. Az egyetlen lakható haza.
A lakhatót úgy értem, nem lehet elveszíteni, gyűlölni. Nem lehet szentimentális és felszínes nosztalgiának kitenni, ürügynek tekinteni, túlszul ejteni a végből, hogy kiaggathassuk a mellünkre a száműzöttek hivalkodó csecsebecséit, és végül ezt a hazát nem lehet védeni, mert bevehetetlen bástyái megvédik önmagukat, és nem kíván áldozatot tőlünk, legfeljebb annyit, hogy legyünk úrrá lustaságunkon, és ne szenteljünk minden időnket szeretkezésnek. Ez a haza, te is tudod, a könyvek birodalma. Elolvasott és szeretett, elolvasott és utált, megírni vágyott könyvek hona, olyan jelentéktelen könyveké, amelyekről azt se tudjuk, hogy kinyitottuk-e őket valaha. És olyanoké, amelyekről azt hazudjuk, hogy olvastuk őket. Azoké a könyveké, amelyeket soha nem olvasunk el, mégis ragaszkodunk hozzájuk, vagy amelyek türelmesen várják, hogy sor kerüljön rájuk egy éjszakán, még mielőtt megvirrad. Igen, gondoltam. Így lesz. Én ennek a hazának a polgára leszek. Hűségesküdt teszek a birodalomnak, amelynek neve könyvtárbirodalom. Donc j'en ai encore beaucoup de questions, mais pas de temps pour les poser. Donc une dernière question pour vous. Je vous cite. La littérature ne peut pas changer le monde, mais défier la réalité en fait toute la beauté. La littérature ne peut pas changer le monde? Bon, je voudrais d'abord dire merci. Je n'ai rien compris, évidemment, mais ça permet un autre rapport à la langue, qui s'appuie juste sur le rythme de ce qu'on entend. Ce qui est au fond une autre manière de pénétrer une proposition poétique. Donc merci. Je pense que ça se dit que nous sommes. Que ce nom. Que ce nom. Que ce nom. Est-ce que la littérature... non, je pense qu'elle ne peut pas changer le monde. Ça, j'en suis à peu près certain aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas du tout ça, ce qu'elle tente de faire. Voilà. Elle peut s'adresser à des gens, elle peut toucher des gens, elle peut changer des gens qui ensuite, eux, vont essayer de changer le monde autour d'eux, peut-être, mais de façon très directe, je ne suis pas certain qu'il faille lui donner cette charge-là. Parce qu'évidemment, toute forme de discours ou de pratique qui s'est donnée pour but de changer le monde se voue à l'échec ou à la déception. Ça semble assez une loi historique, humaine, universelle. Et je pense qu'il faut épargner la littérature de cela. Il faut lui donner d'autres choses. Pour chacun, elle a une signification. Mais je ne suis pas certain aujourd'hui qu'elle puisse changer le monde, même s'il y a des livres importants, évidemment, qui transforment, qui font bouger quelque chose dans nos sociétés. Cela arrive quelquefois, mais je crois qu'il ne faut pas croire qu'elle va changer le monde. C'est une autre tâche qui est dévolue à d'autres personnes, d'autres figures. Mais la littérature elle-même, bon, c'est autre chose. Voilà. C'est sa chance et son drame de n'avoir pas d'effet immédiat sur les choses. Voilà. Mais ça veut dire qu'elle a un effet peut-être plus profond. Et c'est dans ces profondeurs-là qu'elle doit tenter de travailler et de trouver un sens pour chacun de nous, et peut-être plus collectivement. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie notre ami qui a lu les textes. Merci Anna Maria. Et merci à la personne qui a fait l'interprétariat, à tous les techniciens. Merci beaucoup.